Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne. Et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, c'est une habitude maintenant, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka, et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 40, 50 ou 60 minutes avec notre amie, la Major Ilialana, la Dvish de service qui répond donc à vos questions. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Eh bien, ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Eh bien, ça va, merci beaucoup. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis à une heure différente, on n'est plus 2h30 du matin. Il y a eu quelques chamboulements dans les programmes. Nous avons dû nous réorganiser totalement et je vous avoue que nous avons failli mettre un terme définitif à la création de ces vidéos podcasts. Et puis, bon, sous l'insistance de la Prakanda Senamuka à trouver une solution, eh bien, nous sommes fidèles au rendez-vous avec Ilialana qui est ici à une heure qui n'était pas du tout prévue initialement, donc, et qui lui a demandé pas mal d'aménagements aussi pour pouvoir être présente. Donc, eh bien, je vous remercie d'être présente, Ilialana. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir concédé à notre demande. C'est vrai que c'est vraiment très très important. Ces rendez-vous ont un effet assez considérable. On peut pas se l'imaginer vu globalement le peu d'audience que ça peut avoir, mais il y a tout un phénomène en arrière-plan qui est absolument, bon, je sais pas trop en dire, mais enfin disons qui est vraiment important. Et puis les gens qui nous écoutent, on n'a jamais eu de remarques vraiment défavorables par rapport à ce que nous faisions, donc les gens attendent ça maintenant, ils ont pris leurs habitudes et je suis vraiment heureuse de pouvoir leur apporter quelque chose. C'est pas grand chose, mais c'est important, vraiment important. Alors merci à vous. Mais c'est avec grand plaisir. Bien, donc pour cette 21... Oh non, 21... On va plus vite que la musique. 20e entrevue avec une Dvish. Je m'en sors dans mes papiers, je vais y arriver, c'est promis, voilà. Alors, nous avons envisagé la possibilité de passer de 4 à 3 questions pour faire ces vidéos plus courtes. Finalement, nous nous sommes dit que nous n'étions pas tenus par un contrat signé à la vie à la mort pour que ces vidéos ne dépassent pas 40 minutes. Donc on s'est dit que vu que le nombre de questions a tendance à augmenter, eh bien, ce serait dommage de mettre la pédale douce sur le nombre de questions à poser à Ilialana durant ces enregistrements. Alors, on va essayer de faire le plus vite possible, d'être le plus concis possible. Enfin, Ilialana s'est engagée à essayer de faire dans la plus grande concision possible par rapport à ses réponses et de traiter le maximum de questions. Donc, on va dire 4 intervenants en général, parfois 2 questions par intervenant. On va tâcher de faire le mieux possible, le plus vite possible, de manière à pouvoir contenter le maximum possible de gens. Voilà. C'est bon pour vous, Ilialana? On est bien d'accord? Oh, mais on est parfaitement d'accord, c'est absolument sans équivoque. Il n'y a rien à redire, on fait comme ça, et ça ira très bien. Alors, c'est parfait comme ça. On y va sans transition. Alors, première question de Nirajana. Bonsoir à vous. Ne me dites pas que... Comment c'est-il si c'est le soir ou le matin? Allez, je vous ai fait le coup une fois, mais ça m'a surpris, c'est tout. Hein. Je l'ai plus fait depuis. Bon, alors ça va. Non. Alors, donc, je disais bonsoir à vous. M'est-il permis de savoir pourquoi une si grande différence du nombre d'humains terriens existe entre ce qui est avancé par les officiels et vos propres données? Et surtout, comment comptabilisez-vous ces chiffres, s'il nous est permis, bien sûr, en cette heure de le savoir? Soyez assurés, chère Ilialana, de notre soutien, notre gratitude et notre reconnaissance infinie. C'est dithyrambique. Il n'existe pas encore de mots pour vous remercier à la hauteur de l'œuvre grandiose qui est la vôtre pour notre libération.
une pensée toute particulière à celui qui vous interroge. Gratitude. Eh ben, il y en a pour tout le monde, c'est formidable. Merci beaucoup, Nirajana. Merci Oui, beaucoup. oui, merci Nirajana, merci beaucoup. Oh, c'est vraiment gentil à vous. Je sais pas si je le mérite tant que ça, mais enfin, comme je dis toujours, hein, je fais de mon mieux, et puis voilà. Bon, alors, il faut répondre maintenant. Alors, j'éclaircis ma voix. Alors, normalement, la voix devrait aller mieux parce on n'est pas en pleine nuit. Normalement, ça devrait aller. Alors, permettez que je prenne la feuille, c'est quand même plus facile, parce que le texte est... ah oui, alors, une si grande différence du nombre d'humains terriens existant entre ce qui est avancé par les officiels et vos propres données. Alors ça, c'est extrêmement simple. L'ennemi a pour objectif depuis je dirais, si ma mémoire est bonne, le premier tiers du XXe siècle, a pour objectif de développer à outrance la théorie de la surpopulation. Donc il faut absolument qu'il y ait une espèce de vente panique par rapport à cette surpopulation, de manière à pouvoir enclencher un processus eugénique à un moment donné. Voilà, ça commence maintenant avec l'histoire de la pandémie qui n'existe pas, de manière à pouvoir éliminer les gens et de pouvoir réduire la population. Alors que ce soit fait, que cette tentative de réduction soit faite de manière délibérée, puisqu'il y a quand même ce qu'on appelle le Stone Age américain, qui sont ces monolithes sur lesquels sont gravées les intentions de l'ennemi. Ce qui me surprend, moi, c'est que, curieusement, personne n'a jamais tagué ce monument-là. Tous les autres au monde le sont, mais lui pas. Enfin, c'est vrai qu'il faut quand même respecter l'œuvre de l'ennemi. Il se donne du mal. Bon, moi je fais un peu de cynisme, excusez-moi. Enfin, c'est vrai que... Bref, donc que leurs intentions soient clairement exprimées ou cachées, ils ne se sont jamais cachés, eux, de vouloir réduire la population mondiale à 500 millions. Bon, en fait, évidemment, l'ampleur du massacre que c'est susceptible, censé représenter, évidemment, infiniment moindre, puisque vous êtes largement pas 7 milliards et demi, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Cette différence est exclusivement motivée par ça, ce désir forcené de faire passer la planète pour une zone en surpopulation totale, alors qu'il existe des zones désertiques immenses et que l'ennemi s'acharne à tuer, s'est acharné à tuer à tour de bras durant des décennies et des décennies. C'est inimaginable, c'est invraisemblable. Donc l'origine de cette tentative de faire passer la théorie de la surpopulation est documentée sur le site de l'Archimagistère, dans les questions le saviez-vous, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui était ça doit porter sur oui, le saviez-vous. Voilà. On le trouve à partir de la page d'accueil. Et il y a une documentation en vidéo, elle est en anglais, mais sous-titrée en français, qui explique exactement d'où vient cette obsession de la surpopulation, parce qu'ils s'imaginent que finalement, s'il y a trop de gens, les gens vont tout manger et que les riches n'auront plus rien et que c'est inadmissible. Je résume vraiment énormément, mais il y a un peu d'idée, hein, c'est un peu ça. Alors que, évidemment, la nature, l'être humain y compris, puisqu'il fait partie des règnes de la nature, il en est le 4e et dernier, la nature auto-régule les populations de manière absolument parfaite sans qu'on ait besoin de s'en occuper, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Donc voilà, donc leur chiffre est avancé par leur volonté de faire peur aux gens en leur disant que y a tellement de monde que plus personne n'aura à manger pour finir parce que tout sera mangé par les pauvres. Enfin bon, bref, quelque chose dans le genre.
Quant à savoir comment nous comptabilisons, eh bien, je rappelle qu'il y a une des nôtres à côté de chaque être humain, ou être qui ressemble à humain, qui est humanoïde, mais qui n'en est pas un, enfin, peu importe, et que il suffit à ce moment-là de faire remonter la comptabilisation d'une personne par l'une d'entre nous, et on a le total extrêmement rapidement. Alors évidemment, ça fluctue, hein, ça change de minute en minute, le nombre de décès, de naissance, etc. Mais le chiffre est d'une fiabilité absolue. On pourrait potentiellement, à chaque heure qui passe, donner le chiffre à l'unité près. C'est très pratique finalement. Voilà. Est-ce que j'ai fait assez court? Je pense que oui. Oui, ça a été magnifiquement court. Je vous remercie. Et puis, en fait, exhaustif dans l'explication, donc tout va bien. Merci pour ça. Enfin, j'espère que Nirajana sera satisfait de la réponse. Maintenant, s'il y a des précisions à demander, eh bien, il n'y a qu'à le formuler, tout simplement. Alors, deuxième question d'une personne anonyme. Au niveau de l'alimentation, le nouveau paradigme sera-t-il uniquement végétarien? Qu'en est-il du fromage et des crustacés? Il y a bien des chances que notre ami anonyme posant cette question soit français ou française. Alors, il y a Lana. Qu'en sera-t-il de l'alimentation dans le nouveau paradigme? Ça, c'est une très bonne question. C'est une vaste question. En fait, le végétarisme, oui et non. Et comme d'habitude, la réponse est beaucoup plus compliquée que la question le laisse entendre. Je dirais que il est une chose certaine, c'est que le massacre des animaux est désormais absolument hors de question. Ça, ce sera très vite stoppé et extrêmement étroitement surveillé. Même la chasse sera absolument interdite. Je prends un simple exemple. À partir du moment où un mammifère sera abattu, si ce n'est pas de la légitime défense, le chasseur, la personne responsable de son meurtre, au sens juridique du terme, eh bien, sera considéré comme étant un meurtrier, effectivement. Tout simplement au titre de la conscience et de la capacité à éprouver des sentiments et des émotions de la part de l'animal. L'héritage de l'âge de fer, de ces âges de l'ignorance, est encore extrêmement imprégné dans la conscience des gens, de la conscience collective. Et ça va être, je pense, ça va être difficile peut-être de passer vraiment à autre chose. Le nouveau paradigme, je parle bien là du cadre paradigmatique, c'est-à-dire une nouvelle orientation de pensée et de compréhension, devrait quand même beaucoup aider, évidemment. Mais ce n'est, enfin, on va voir comment ça va se passer. Bon. Maintenant, c'est plus compliqué que ça, parce que il est vrai que si, pour la santé, le végétarisme est quand même conseillé, mais à condition de savoir le cuisiner très correctement, et ce n'est pas forcément très présent dans les mœurs. Donc, pour l'instant, il est vrai que même si le végétarisme a monté en notoriété, si je puis dire, les dernières années, nous assistons aussi à une montée du véganisme qui est là par contre complètement déviant. Ça a parfaitement, comme dirait un arcade-chimiste, la vibration d'une secte relativement fanatique, parce qu'ils sont clairement fanatiques. Je veux pas, encore une fois, mettre tout le monde dans le même panier, enfin tout ça, c'est... mais en termes, je parle pas des gens, hein, je parle vraiment de l'énergie qu'il y a derrière les événements. Après, les gens peuvent y trouver avantage au véganisme en tant que mode d'alimentation à la limite. Il n'y a aucun problème. Si le principe d'alimentation du véganisme convient à certaines personnes, il n'y a absolument aucun problème. Aucun problème avec ça. En revanche, dans véganisme, il y a isme. Et ça, déjà, ça devient
dangereux. Bon, vous me direz, dans le végétarisme aussi. Mais tout ça est corrélé. C'est-à-dire que tout ça est lié à cette fichue habitude, très, très induite par l'ennemi, d'étiqueter, d'enfermer dans des cases mentales, des contextes précis. Et une fois que c'est bien verrouillé dans la bonne case, on peut laisser fermenter et on peut le pervertir à loisir. C'est quelque chose dont on a fortement l'habitude ici. Donc, bon, là, il n'est pas question de véganisme, on dirait, on se contente du végétarisme. Il est vrai que c'est un mode d'alimentation qui est particulièrement sain et qui est particulièrement en adéquation avec la vibration du corps. Oui, n'en déplaise à ceux qui essayent de vous faire croire que si vous ne mangez pas de viande pendant 3 jours, vous allez vous pousser des pustules vertes et vous décalcifier au point de vous faire tomber en miettes. C'est quelque chose qui est très adapté à la nature humaine. Si on fait une étude de la dentition de l'humain, on se rend compte qu'il n'est pas fait pour manger de la viande. On se rend compte qu'il peut en manger, son organisme est prévu pour pouvoir l'assimiler, mais que c'est de très loin l'aspect, disons, un mode de nutrition qui lui est à long terme défavorable. Parce que ça génère énormément de déchets, etc. Bon. Ceci dit, il n'y a aucun jugement là-dedans. La personne qui adore manger son steak, je comprends qu'il l'apprécie et je peux parfaitement comprendre qu'il trouve ça bon. Bon. Dans le principe, hein, il y a pas de problème. Mais il y a des organismes qui sont, je dirais, dans le groupe sanguin, est très en adéquation avec la nourriture, enfin le mode de nutrition acide de la viande. Et certains organismes, notamment parmi les plus âgés, ont du mal à se faire à une alimentation qui ne soit pas carnée. Donc, il y a un problème majeur d'assimilation de la des protéines si elles ne sont pas animales. Donc ces gens-là, pour rester à peu près en santé, c'est très précaire comme équilibre. Mais enfin, il existe. Cet équilibre doit quand même être maintenu. Donc finalement, on se retrouve face à la nécessité de devoir manger de la viande. Le problème, c'est que comment la trouver ailleurs qu'au supermarché? Et le supermarché ne fournit que quasiment, hein, que des sources de viande qui sont fournies par les grands abattoirs. Donc on se retrouve avec le produit de l'industrialisation, de la mort concentrationnaire de millions d'animaux qui pensent, qui éprouvent, qui aiment, qui haïssent, qui se souviennent, qui ont peur, qui vous ressemblent. Et qui, un jour, au fur et à mesure de l'évolution, s'ils parviennent à sortir de ce traumatisme, seront des êtres humains. Donc, la problématique, elle est vraiment là. Alors, que faire? Que faire dans une nouvelle civilisation? Eh ben, c'est pas simple. On avait envisagé un certain nombre de solutions, enfin, très peu, finalement, il y en avait une ou deux. Et puis, alors ça, je sais que c'est quelque chose qui va faire grincer les dents, parce que à partir du moment où nous avons émis l'hypothèse, nous avons étudié les faisabilités, et nous sommes aperçus qu'il y avait moyen de mettre en application une solution providentielle. Et l'ennemi l'a perçu. Et évidemment l'a récupéré, l'a arrangé à sa sauce, et l'a balancé sur les médias, notamment alternatifs, parce que de loin il préfère le complotisme entre guillemets que les médias officiels maintenant. Enfin maintenant, il y a déjà quelques années, hein, depuis quelques années.
Et les gens, forcément, ont réagi contre ça, en se disant que c'était inadmissible, c'était encore une manipulation de plus, etc. Alors oui, effectivement, de la part de l'ennemi, oui. Mais l'ennemi a calculé son coût de manière à ce que lorsque nous apporterons notre solution, il obtienne le même rejet que lorsque l'ennemi l'aura présenté. Ça, c'est assez énervant, je dois dire. Et en fait, il s'agit tout simplement de mettre à contribution le génie génétique pour créer des chaînes de protéines qui correspondent à des développements musculaires, par exemple, mais hors de l'animal. Enfin, hors de l'animal. Disons, créés en laboratoire. Les gens qui ne peuvent pas se passer de viande pourront avoir accès à une viande de qualité strictement identique à ce qu'on trouve actuellement dans, je dirais même pas les grandes surfaces, mais je dirais les éleveurs qui élèvent leurs animaux d'abattage avec amour. Disons de qualité vraiment supérieure, mais grâce au génie génétique. Manipuler le gène de l'être humain, ça ou l'être humain et du vivant en général, c'est terminé, c'est hors de question d'aller plus loin. Mais cette science est quand même extrêmement précieuse dans le sens où il suffit prenez une vache ou un bœuf qui vivent, qui s'ébattent en liberté dans un pré, tout joyeusement, qui joue au ballon, puisque ils adorent jouer au ballon. Eh bien, on lui fait une prise de sang, indolore, une prise de sang, hein, comme quand on vous en fait une à vous. On récupère les cellules, dans l'ensemble du code génétique, on trie les différents organes, les différentes parties du corps qui sont censées être comestibles. On les fait croître de manière isolée et vous avez au final une pièce de viande qui est là et que vous avez obtenu sans avoir eu besoin de faire souffrir aucun animal, sans avoir eu besoin de l'abattre, sans avoir eu besoin de monter toute une chaîne de souffrance concentrationnaire. Jamais aucun animal ne sentira que quoi que ce soit s'est passé malgré la présence d'une viande de qualité exceptionnelle. Il faut savoir que la viande sera quand même beaucoup plus chère qu'elle est aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément facile de pouvoir s'en procurer, parce que ce ne sera pas un développement gigantesque, hein, au niveau, ce ne sera pas industrialisé. Voilà. Maintenant, les gens qui seraient diagnostiqués en nécessité de consommer de la viande, ou qui le souhaiteraient tout simplement, eh bien, ils devront mettre le prix pour ça. Chacun aura les moyens, mais ceux qui voudront tenter l'aventure de se nourrir autrement pourront se dire, tiens, finalement cet argent-là pourrait servir à bien d'autres choses plus intéressantes qu'avoir un steak dans l'assiette. D'autant plus que la viande reste de la viande, soit-elle d'excellente qualité, soit-elle strictement identique, mais non reliée à l'égrégore de souffrance animale, non reliée à la conscience collective de l'animal, de manière à pouvoir se soustraire à la responsabilité de cette influence-là, mais disposer de sa pièce de viande malgré tout, par exemple. Alors évidemment, le végétarisme sera prôné de manière absolument considérable. Les possibilités de se procurer des produits encore difficiles à trouver aujourd'hui, en dehors des très grandes villes, sera distribué à grande échelle, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Toujours cette logique de disponibilité pour tous, hein, de manière inconditionnelle, et pour très peu cher, puisque eh bien ce sera gratuit. Alors la nourriture sera gratuite, mais la viande, elle, sera payante. Bon, voilà. Et l'argent que ça rapportera, eh bien alimentera les industries qui fabriquent ça, mais de manière à ce que ce soit non, comment dirais-je, de manière à ce que ces industries ne soient pas focalisées sur la rentabilité, puisque la marge devra être de zéro. C'est-à-dire que les frais seront payés, voilà, mais il n'y aura jamais de possibilité de réaliser un profit. Les comptes devront impérativement être à zéro. Donc, bon.
Ça, c'est vraiment les cas extrêmes, histoire de contenter les gens qui ont besoin ou vraiment envie de viande. Hein, donc enfin, on ne juge pas, on va pas dire ah, on pourrait vous fournir de la viande, mais maintenant c'est le végétarisme, alors il vous reste plus qu'à baver sur vos souvenirs d'un bon steak. Non, on attend que les choses se fassent toutes seules. Les mentalités se réformeront suffisamment vite pour que nous puissions à ce moment-là passer complètement à autre chose et que la consommation de viande reste extrêmement emblématique. Voilà. Mais il est vrai que le végétarisme reste quand même l'alimentation phare de la société à venir, de l'âge de diamant en général, dans la mesure où un être humain qui est quand même extrêmement proche de la nature animale en termes de biologie, par exemple, on est à un cheveu en fait des dégâts causés par l'anthropophagie. Je parle pas moralement, hein, je parle sur le trouble que ça représente pour l'énergie d'un corps humain sain, idéalement sain. Alors aujourd'hui où tout est perturbé, où la santé est perturbée, où les éléments, l'environnement en général, soit l'air, l'eau, tout est perturbé, a été empoisonné par l'ennemi quasiment, on se retrouve dans une situation où effectivement plus rien n'est véritablement régi par son propre équilibre. Voilà. Mais ça va se rectifier avec le temps de toute manière. Donc maintenant, pour ce qui est, bon, là, on parle du fromage, par exemple, ce qui est issu de l'animal, a priori, il n'y a pas trop de problème. Les vaches qui donnent du lait, n'ont pas véritablement, n'en souffrent pas du tout. Donc, à partir du moment où l'animal n'est pas mal à l'aise, il n'y a aucune raison qu'on se prive de ce qu'il est susceptible de pouvoir produire. Et aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, on demandera aux vaches, peut-être pas comme ça, hein, mais enfin, celles qui souhaitent produire du lait pour l'humain, en plus de ses petits, hein, évidemment, et ceux qui ne le souhaitent pas, eh bien celles qui ne le souhaiteront pas ne seront jamais traites, et les autres si, tout simplement. On est là, on entre dans une logique où, quoi que l'on fasse, si on a recours au vivant, on lui demande la permission. C'est un tout petit peu le strict minimum. Et c'est ce qui se fera en ce sens. Quant aux crustacés, poissons, etc., ce qui vient de la mer, ce sera un peu moins strict. Mais il y aura des quotas, disons qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Et les lieux de pêche seront surtout prisés par les gens qui vivront sur place. C'est-à-dire qu'il faut qu'une production puisse bénéficier à 100% à la population qui la produit, qui l'entoure, la population proche. Et s'il y a des excédents, potentiellement, à ce moment-là, on exporte. On envoie plus loin, du moins. Mais voilà. C'est difficile, hein, parce que tout n'est pas encore extrêmement établi. Là, je vous donne les grandes lignes de la pensée et des possibilités en rapport. Maintenant, il va falloir voir comment les choses vont pouvoir se faire. Voilà, il y aurait tellement plus à en dire pour l'instant. On en est là, on va voir comment les choses vont évoluer. Et toujours dans le même esprit, eh bien, on fera en sorte que ce soit le mieux pour tout le monde, sans exception. Merci pour cette longue réponse. Longuement argumentée, finalement, parce que c'est vrai que c'est un problème l'alimentation, hein, et on se rend compte quand même que l'alimentation représente la source d'addiction la plus importante au monde, la plus vaste. On dit que le sucre, par exemple, le sucre blanc industriel, est plus addictif que la cocaïne. Alors, pas avec les mêmes effets, pas avec la même force, évidemment. On n'a pas de... Par exemple, si on sevre quelqu'un de sa consommation de sucre, il ne va pas partir en delirium tremens, bien évidemment. Mais disons que le pouvoir addictif du sucre industriel est énorme.
absolument énorme. Et par exemple, bon, les gens qui mangent de la viande et qui mangent du sucre, les deux éléments, parce que vous parliez d'éléments acides, se combinent très bien. Maintenant, des gens qui passent au végétarisme, donc qui ne mangent plus de viande, ont tendance à manger comme d'habitude, mais juste sans viande, et ils continuent la consommation de sucre. Et là, c'est un désastre pour l'organisme. Donc c'est vrai qu'il faut savoir comment gérer cet aspect alimentaire. Il ne s'agit pas simplement de ne plus manger de viande, et puis voilà, on est bon, on est végétarien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que ça manque de documentation et d'information, puisque les lobbies de production de viande sont quand même acharnés pour perpétuer cette habitude, cette idée que la viande est indispensable à la survie de l'être humain, ce qui est absolument faux. Enfin bon. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors je poursuis avec la deuxième question de la même personne. En considérant que tuer un animal est considéré comme un crime, les animaux chasseront-ils toujours pour se nourrir? Il fallait y penser. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que les animaux pourront continuer à chasser. Cette restriction ne sera appliquée que pour l'être humain. L'être humain est quand même beaucoup plus évolué que l'animal. Ça n'est pas un animal. L'être humain a des milliers de ressources dont ne dispose pas l'animal. Prenez un renard, admettons. Un renard est un carnivore, il doit chasser pour se nourrir. On peut pas lui interdire de chasser sous prétexte que c'est un crime. La notion de crime n'intervient pas chez l'animal. C'est la seule manière qu'il a de se nourrir, avec qu'il se nourrisse. Ça fait partie des règles de la nature. L'abattage industriel des animaux pour faire de la viande, ce n'est pas la nature qui l'a instauré, c'est le mental particulièrement rapace de l'être humain et de l'ennemi à la base, un peu quand même, hein, qui a mis ça en place. Donc il y a d'autres moyens. Là où l'animal serait pris au dépourvu, si on lui supprimait sa possibilité de pouvoir chasser, un être humain n'y est pas obligé. Prenez un chasseur. Leur slogan, c'est la chasse, c'est naturel, entre autres. C'est peut-être naturel quand on est un animal et qu'on n'a que ça pour vivre. Ou alors quand on est perdu dans la nature, qu'on a un fusil et que la seule et unique manière de se nourrir, parce qu'on n'en connaît pas d'autre, alors qu'on devrait, et d'ailleurs, l'éducation, on verra une question, je crois, j'ai jeté un œil sur votre papier, là, du coup, puisque je l'ai sous les yeux. On va voir une question sur l'éducation, et ce sera appris à l'école, ça. Comment survivre dans ce monde? Comment faire? Donc, voilà, les gens sauront. Plus personne ne sera pris au dépourvu. Plus personne. Donc, non, l'animal, lui, on lui conserve sa nature, et à partir du moment où il aura évolué, il passera dans le règne humain, où là, eh bien, finalement, il prendra il fera corps avec toute l'étendue du panel disponible, lié au degré d'évolution qui est celui de l'être humain, et qui sera de plus en plus haut au fur et à mesure que les choses vont avancer. Donc effectivement, non, il n'y a pas de souci concernant l'animal, bien sûr. Et d'ailleurs, l'être humain il est omnivore. On parle dans l'histoire, on parle des chasseurs-cueilleurs. Eh bien, tous les historiens savent que les chasseurs-cueilleurs n'ont jamais existé. C'était des cueilleurs-chasseurs. On dit, quand ils avaient plus d'animaux à chasser parce que, ils allaient cueillir. Non, c'est exactement le contraire. Quand la nature ne fournissait plus de baies, de choses comme ça, ou de racines, d'herbes, de légumes, fruits, eh bien, ils allaient chasser. C'était les repas d'hiver. Mais là, à la limite, dans un cadre comme ça, où il n'y a rien qui soit fondé sur le principe même d'une civilisation évoluée, qu'on est dans la nature, face à la nature, avec des lois de la nature, eh bien, on se comporte de la même manière. Là, l'être humain qui n'a rien d'autre que le produit de la chasse, comme les Inuits, par exemple, qui chassent les phoques, etc., pour s'en nourrir, qui le faisaient à l'époque, c'est irréprochable, bien évidemment.
on se fonde sur les lois de la nature. Mais à partir du moment où une civilisation humaine commence à avoir les ressources nécessaires pour pouvoir raffiner son comportement au sein de la nature, non pas en la rejetant, en faisant corps avec elle, mais en développant suffisamment de conscience pour respecter la conscience des règnes qui le précèdent, eh bien, on fait autrement. On se comporte pas comme un animal, on se comporte comme un être humain, noble et droit. Voilà. Mais pour l'animal lui-même, évidemment, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'en y réfléchissant sous cet angle, ça tombe parfaitement sous le sens. La chasse, c'est peut-être naturel, comme le disent les chasseurs, mais quand ce n'est pas pour survivre, mais pour le sport, je regrette, tuer un être vivant pour le sport n'est pas digne du nouveau paradigme. Donc, si ceux qui nous écoutent sont chasseurs, je leur conseillerais volontiers de méditer sur cette question. Sait-on jamais, hein? Je dis ça, je dis rien. Enfin bref. Voilà, en tout cas j'espère que votre réponse, Liana, aura satisfait notre auditeur ou auditrice. Alors il y a une remarque dans la série de questions. Les images diffusées lors des vidéos peuvent avoir un aspect troublant. Je suppose que c'est un peu fait pour. Écouter ces podcasts reste toujours très instructif. Merci d'être si accessible et de prendre le temps de partager ces précieuses informations avec un grand soleil. Eh bien, merci de vous prendre le temps de les écouter. Ce qui est particulièrement chaleureux concernant Iliana et moi qui consacrons ce temps à vous contenter. Donc, finalement, tout le monde est content, c'est très bien. C'est parfait. Bon, eh bien, alors on attaque sur l'avant-dernière question. Encore une personne anonyme, quelqu'un d'autre. Alors là, nous avons une question, alors je vous la lis. Qu'en sera-t-il de l'éducation des enfants, donc vous en parliez, dans le nouveau paradigme? Recevront-ils des initiations? Devront-ils aller à l'école ou leurs enseignements seront-ils donnés dans les communautés où ils se trouvent? Alors on a une autre question pour aujourd'hui de Géraldine qui pose une question à peu près similaire et qui demande ceci. Comment l'enseignement aux enfants sera-t-il fait? J'imagine que le système éducatif sera complètement démantelé. Pouvez-vous nous expliquer en nous donnant quelques indices à ce propos? Merci pour vos réponses, toujours extrêmement intéressantes. Merci pour le temps que vous nous dédiez. Signé Géraldine. Alors, je pense que ce serait intéressant de coupler ces deux questions pour avoir une réponse globale, finalement, concernant l'éducation. Alors, c'est bien sûr, une vastissime question. Ça, c'est vrai que... Oh là là, oui, alors ça aussi, pour être vaste, c'est vraiment très, très vaste. Ouais. Bon, alors, écoutez, comme toujours, on va essayer de faire au mieux, de répondre... de manière la manière la plus précise et exhaustive possible, en faisant un peu vite, quand même, comme d'habitude, disons, ne traînant pas tout simplement. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser la parole. Voilà, ce sera déjà une bonne manière de gagner du temps. Alors, Iliana, l'éducation. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout par où commencer. Alors, disons que... Alors, d'une part, oui, effectivement, le système éducatif actuel, à peu près où qu'il se trouve sur la planète, sera absolument démantelé. Et le système éducatif, c'est-à-dire je dirais de la, vous appelez ça, la maternelle, de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, tout sera chapeauté au niveau moral, je dirais. Et cognitif par l'Académie holistique du savoir doctoral et des sciences unies. Ça, c'est le magistère, un des magistères absolument majeurs qui fera autorité dans le nouveau paradigme de manière à pouvoir être certain que chacun recevra l'éducation gratuitement à tous les étages, du début à la fin. L'éducation de qualité concernant non pas les détournements de vérité et de réalité, mais ce qui sera connu et disponible, et en tout cas rendu disponible également. Donc voilà. Alors maintenant, exactement comment les choses vont se passer, ça aussi, ça demandera un affinement des circonstances contenues
de ce qui se passera à ce moment-là, parce que nous ne savons pas finalement dans quel degré de trouble se trouvera la civilisation mondiale. On ne sait pas finalement comment les gens vont réagir, quels seront les dommages collatéraux potentiels en termes de structure civilisationnelle, en termes de rassemblement, d'éloignement des différentes populations, comment les choses vont se passer. Il faudra qu'on s'adapte le mieux possible. C'est pour ça que on a décidé de ne pas prendre de résolution trop ferme. Dans le fond, oui, mais dans la forme, non, parce qu'il faut pouvoir s'adapter. Il faut laisser aux gens la possibilité, aux concernés, disons, enfin, aux parents, en l'occurrence, ou aux étudiants, ou voilà, pour les formations professionnelles, aux adultes aussi, pouvoir décider de leur des conditions dans lesquelles tout ça va pouvoir se faire. On peut pas dire on décide que ce sera comme ça et puis bon finalement ça se prête mal vu que la situation est telle qu'on n'avait pas pensé qu'elle serait, tant pis on a décidé que ce serait comme ça donc ce sera comme ça. Non, il faut arrêter avec la rigidité administrative, ça c'est terminé. Je pense que d'un point de vue collégial et collatéral, chacun pourra co-participer à établir de nouvelles normes. La seule chose c'est que la contre-vérité historique doit être définitivement abrogée et que le lavage de cerveau, le formatage, là aussi doit cesser. L'intérêt jusqu'à présent de l'Académie holistique du savoir, sous ce nom raccourci uniquement, faisait référence à une manière d'enseigner, de proposer l'enseignement en fonction de la capacité de compréhension des gens qui le recevaient. Donc, là, ce sera évidemment pareil, voire amplifié. De véritables connaissances qui sont déniées aujourd'hui parce que l'ennemi ne supporte pas l'idée que le peuple soit enseigné. Le peuple est un cheptel d'esclaves qui a à faire ce qu'on lui demande. Voilà. Alors évidemment, quand on passe de ça à une civilisation pleinement opérationnelle et fondée sur l'accomplissement personnel de chaque personne constituant cette civilisation planétaire, même déclinée en les différentes traditions, peu importe, c'est très bien, ça enrichit le tout. Là, on est forcément dans une alternative complètement différente. Alors, je vous dis, comment, exactement dans quel format ça va prendre, etc., je ne sais pas encore, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui pensent à des concepts, ils l'ont déjà fait, hein. Il y a les écoles Steiner, les écoles Montessori qui ont établi des modus operandi au niveau de l'enseignement qui ont été fantastiques. Tout n'a peut-être pas été parfait, c'était des essais aussi. Mais il y a moyen de mettre le meilleur de ce que chacun a à pouvoir concevoir et finalement on peut arriver à quelque chose de vraiment formidable. Donc c'est ouvert tout ça. On ne veut pas mettre des monolithes avec des lois rigides, indérogeables. Non, il y a, comme d'habitude, hein, on montre une direction, on balise et vous y allez librement. Donc il y a moyen ça laisse la porte ouverte vers un enrichissement mutuel et sur des solutions potentielles auxquelles nous n'aurions absolument pas pensé. Voilà. Je rappelle quand même qu'on est quand même pas si à l'aise avec les menus détails organisationnels de ce monde qui n'est pas le nôtre. Alors on connaît les grosses dérives, on connaît ce qui a été fait, ce qui a été réprimé parce que c'était bon, les choses qui ont été encouragées parce que c'était mauvais, enfin bref, ça on le sait. Donc là, on met là les balises à ce niveau-là. Mais ensuite, eh bien les gens feront comme ils estiment que ce sera bon pour eux. À condition que ce soit vrai, bien sûr. Là on surveillera. Mais sinon, non, il y a rien d'à ce point préétabli. Alors, l'éducation des enfants, recevront-ils des initiations? C'est une bonne question, ça. Disons que, pour faire très simple, l'initiation aujourd'hui a quelque chose qui sent quand même assez mauvais la secte. Hein, une initiation, ah ben c'est une secte. Voilà. Donc, par contre, le côté administratif de la civilisation encore actuelle, dans le cadre d'une embauche par exemple, vous signerez un contrat de travail.
Alors ça se fait pas secte, forcément, hein. Mais le contrat, c'est quoi? Ça impacte. Forcément, hein. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, tu es tenu à ça, attention, t'as signé, tu peux pas y déroger, là. Alors, dans les faits, dans les termes, non, c'est censé être équitable. Mais en arrière-plan, en termes d'énergie, il y a cette corde au cou. Il y a cette action visant à pressurer les gens et à les enfermer dans quelque chose. Un contrat de mariage, un contrat d'embauche, un contrat commercial. C'est comme ci, comme ça, hein. C'est jamais très très clair. Alors, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont travailler pour enfin l'équivalent, enfin, on va dire l'équivalent des fonctionnaires du futur. Je vais dire ça comme ça. Je vais éviter d'employer des termes qui pourraient susciter une mécompréhension et détourner mes intentions par rapport aux termes que j'emploie. Donc je vais faire neutre, je vais prendre un équivalent d'aujourd'hui transposé à demain. Disons que les gens qui seront potentiellement, ils voudront travailler non pas dans le privé, mais pour le système en place à ce moment-là, l'équivalent de fonctionnaires aujourd'hui, qui ne seront pas pour autant fonctionnaires dans le nouveau paradigme, puisque c'est quelque chose qui va disparaître, ça, eh bien, ne se feront pas signer un contrat d'embauche, mais seront informés des clauses à respecter qui définissent le cadre de sa mission, et ils recevront dans ce cadre-là, notamment par rapport à la police, par rapport aux militaires, éventuellement, je prends ce cadre précis, parce que ce sera vraiment le cas à ce moment-là, recevront, non pas un contrat, mais une initiation. Alors l'initiation, c'est quoi? C'est l'ouverture de quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui a déjà atteint un degré largement supérieur à la personne qui se fait initier, lui transmettre une connaissance, une information, un champ de possibilités, l'ouverture, l'autorisation d'opérer, etc., à droite à gauche. Et donc, une énergie particulière en lui-même, permettant de pouvoir accroître ses possibilités d'exploiter la situation telle qu'elle s'ouvre à lui, et de manière à pouvoir optimiser sa propre position dans un contexte qu'il aura choisi. Oui, ça prend un sens tout à fait différent, hein, quand même. Donc les enfants des initiations, pas forcément. À la limite, c'est vrai qu'il existe, dans le cadre archimagistral, il existe une espèce de pré-initiation, une espèce d'ouverture, une petite... genre, on donne une bougie à quelqu'un, un petit cadeau. Quelque part, ça fait un peu ça. C'est joli, c'est mignon, c'est tendre et c'est tout doux. Mais bon, sans plus. Ça a été utilisé une seule fois, à une seule occasion. Mais initier les enfants, je sais pas. Ça dépendra des enfants, ça dépendra des temps, ça dépendra des circonstances, ça dépendra des mentalités, ça dépendra du changement de compréhension des gens, ça dépendra de vraiment beaucoup de choses. Ça, je peux pas du tout l'affirmer, c'est pas le but de toute manière, hein, quoi qu'il en soit. Donc devront-ils aller à l'école ou tout ça, je ne sais pas. Je suppose que oui, quand même, parce qu'on va pas tout changer à ce point-là, les gens s'y retrouveront vraiment plus. Mais ils pourront ne pas aller à l'école s'ils le veulent. Ils pourront suivre une formation de renseignement, éventuellement autrement, s'ils le souhaitent, s'ils le demandent, et si la demande est légitime, justifiée. Si l'enfant peut éventuellement, si cet enseignement peut lui être plus profitable, alors pourquoi pas? On verra, tout ça, on verra sur le moment. On peut pas décider à l'avance, comme ça, si facilement. Alors maintenant, pour la question de Géraldine, comment l'enseignement aux enfants se fera-t-il? Un petit peu de cette manière-là. Voilà, je pense que la réponse à la première question répond largement à la deuxième. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. L'éducation est l'une des bases absolument fondamentales d'une civilisation, et c'est parce que l'ennemi ne vous considère pas comme une civilisation digne de ce nom qu'il vous bride l'enseignement, qu'il le frelate, ou qu'il vous l'interdit. Il y en a des analphabètes encore, hein, donc
c'est une question d'argent, bien sûr, ce qui est propre à l'ennemi. Mais voilà, c'est une des bases absolument fondamentales. Il a toujours été dit que, de toute façon, la nourriture, l'eau, l'accès à l'énergie, en l'occurrence, l'accès à Internet, un Internet de qualité, hein, quand même, voilà, la santé et l'éducation, je crois pas en oublier, représentent un droit inaliénable pour chacun, de manière parfaitement gratuite, sans contrepartie, et un devoir impératif de la part de n'importe quelle société responsable, honorable, digne de ce nom. Voilà, c'est clair. À partir de là, les choses se feront, et elles se feront en fonction des circonstances. Donc c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse extrêmement précise. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fondamental. On ne peut pas espérer quoi que ce soit d'une civilisation si les gens qui la représentent et qui la constituent, si on en fait des abrutis, à moins qu'on veuille en faire des esclaves, évidemment. Mais là, on est vraiment... Je crois qu'il va quasiment falloir redéfinir le terme de civilisation, quoi. Ah mais oui, complètement. C'est pour ça que je dis, il est très difficile, voire quasiment impossible, de se faire une idée du paradigme suivant quand on n'a pas encore quitté le précédent. Tout ça parce que on emploie des mots, mais ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs ni le même sens dans un contexte ou un autre. Si on emploie tout un panel de vocabulaire qui se rapporte dans l'esprit des gens à ce qu'ils en connaissent et qui est complètement frelaté au passé, alors qu'ils ont un sens différent dans l'avenir, on ne peut pas. Ou alors il faut redéfinir complètement chaque terme employé, c'est une histoire de dingue, on ne peut pas imaginer une chose comme ça. Mais non, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut hisser l'humanité jusqu'au sommet des étoiles. C'est un peu, ça fait un peu imagerie d'Épinal, mais c'est absolument ça, c'est absolument l'objectif. Eh bien, merci à vous pour cette précision qui me semble fondamentale également. Absolument. Alors, on en arrive à... ah non, il y a encore une question de la personne anonyme qui posait donc initialement la question sur l'éducation. Les accouchements se feront-ils toujours à l'hôpital ? Alors là aussi, pas forcément, mais ce sera mieux. Mais hôpital d'aujourd'hui, hôpital de demain, on parle pas du tout de la même chose. Imaginez, je prends souvent les exemples extraits du Seigneur des Anneaux. Je trouve cette histoire fantastique. Hein. C'est vraiment bien fait. Il est question à la fin, je crois, du troisième tome, des maisons de guérison. On dit pas les hôpitaux, pardon. On dit des maisons de guérison. On sent qu'en arrière-plan, il y a quand même des choses beaucoup plus apaisantes que le cadre formolé et froid des centres hospitaliers. Centre, déjà, ça fait concentrationnaire. C'est vraiment désagréable. Alors, pourtant, hôpital hospitalier, quelque chose qui est hospitalier, c'est quelque chose qui accueille avec plaisir et de manière agréable. Alors, on en est quand même extrêmement loin. Donc là aussi, les hôpitaux, le cadre de tout ce qui touche à la santé sera entièrement réformé. Mais il va falloir du temps pour ça. Il va falloir du temps. Alors bon, une femme qui veut accoucher à la maison le pourra. Mais une chose est certaine, c'est que si elle accouche à l'hôpital, il n'y aura plus qu'une seule et unique méthode employée. Elle accouchera non plus couchée, mais accroupie, enfin à genoux, et dans l'eau. Impérativement, plus aucun être humain, sauf accident, bien sûr, ne naîtra autrement que comme ça. Ça fait des décennies qu'un vieux médecin russe travaille là-dessus. Il a obtenu des résultats absolument fabuleux sur le destin des gens qui commençaient leur incarnation comme ça. C'est absolument extraordinaire. Voilà, c'est un exemple. Alors, effectivement, les femmes pourront accoucher chez elles si elles le préfèrent. Mais du coup, vu que le contexte aura changé, on ne pourra que leur recommander de le faire en milieu
hospitalier de demain. Voilà. C'est toute question d'adaptation, finalement. Ce sera vraiment différent. On sent quand même que ce monde de demain est bien construit, bien pensé, structuré, cohérent, interconnecté avec les différents éléments qui en font quelque chose de vraiment, finalement, vraiment passionnant. Et absolument, c'est absolument le but, c'est l'objectif, on a toutes, je dis tous, bon, il n'y a pas que les Edwige dans l'histoire, hein, on est quand même beaucoup, les Edwige sont sur le devant de la scène, mais c'est à peu près tout. Mais il y a beaucoup d'autres peuples qui sont en arrière-plan, hein, et qui œuvrent avec nous. Mais disons que, pour ne parler que de nous, nous sommes vraiment impatientes que cette première phase se termine, qu'on arrive à quelque chose, enfin de décisif, au niveau civilisationnel, qu'on puisse construire et vous faire construire, participer à ce que vous construirez et vous faire participer à ce que nous construirons pour faire un monde absolument fantastique. Si le monde actuel n'est pas fantastique, ce n'est pas une fatalité, c'est parce que l'ennemi a décidé qu'il ne devait pas l'être, c'est tout. Je comprends son point de vue, hein, je pas dit je le partageais, bien entendu, mais je le comprends. Je comprends sa manière de penser. Et c'est vrai que il est très important pour lui que tout soit déshumanisé. En premier lieu, l'être humain lui-même. Mais ce sera complètement inverse. Après, ce sera une valorisation permanente de la grandeur de l'humain. Extraordinaire. Franchement, je ne pense pas que quiconque en soit déçu un jour. Faudra le temps, hein, j'ai toujours dit, hein, faut quand même, ce sera pas pouf, hein, d'une journée de la veille au lendemain, tac, voilà, c'est différent, ça a tout changé. Non. Les gens devront changer leur manière de penser, ils devront mettre la main à la pâte, ils devront construire eux-mêmes, ils devront prendre conscience de leur importance personnelle dans le cadre du tout. Tout ça devra se faire dans un vaste mouvement ascendant, mais ce sera absolument fabuleux et plus personne au monde n'aura à craindre le lendemain. Ça, ce sera précieux. La notion de quotidien sera complètement bouleversée, réformée. Donc, vivement demain. Ah oui, ça, vivement demain, comme vous dites, oui. Absolument. Alors, eh bien pour le coup, question de Géraldine, la première, on a répondu à la deuxième, donc dernière question pour cette vidéo podcast numéro 20. Chère Ilialana, donc question de Géraldine. Hein. Chère Ilialana, quel sera notre rapport au temps dans le nouveau paradigme? Continuerons-nous à la concevoir et le percevoir de la même façon? Voilà, une petite erreur de genre. Alors, le temps, ça c'est quand même... c'est stratégique, ça, je dirais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument stratégique. Je suis fasciné par l'acuité de conscience des gens qui nous posent des questions, parce que ils font mouche sur des détails auxquels, je dirais moi, à leur place, j'aurais pas forcément pensé, j'ai l'impression. Le temps, c'est vrai que cette relation au temps, elle est absolument fondamentale. Et savez-vous qu'il y a des mondes où la notion de temps est quasiment absente? Les gens, alors comment on peut s'organiser sans avoir l'œil sur la montre? Eh bien, les gens se disent, on se retrouvera bientôt pour manger un soir. D'accord? Et c'est tout. Et au même lieu, au même moment, les deux personnes le plus naturellement du monde se retrouvent. Il n'y en a pas un qui a une seconde de retard par rapport à l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Mais leur conscience s'étend de manière complètement différente, tout simplement. Alors ici, évidemment, c'est pas comme ça. On est bien obligé de faire avec ce qu'on a. En l'occurrence, c'est vrai que nous, on a eu énormément de mal à nous en sortir avec cette notion de temps. Je sais que certaines d'entre nous ont été obligées d'avoir, comment dire, de devoir se fier à une heure précise pour qu'une chose précise puisse être faite dans les temps. Mais c'était perturbant parce que il y avait insistance sur le temps horloge. Mais nous, on n'a pas l'idée de ce que une minute, une heure, une demi-heure, 4 heures, ce que ça représente. On le sent pas de la même manière du tout. Alors du coup, celle qui avait ce rendez-vous, est restée pendant, je crois, à peu près 4 heures devant l'horloge à regarder les aiguilles tourner lentement, bien sûr, hein,
au rythme habituel, jusqu'à ce qu'il soit l'heure, pour être sûr d'être à l'heure, comme si c'est ingérable pour nous, on peut pas faire ça. Donc, mais l'humain est verrouillé, vissé sur la montre, c'est affreux. Le temps, hein, cette notion-là, cet esclavage par le temps a été instauré par l'ennemi aussi, une chose de plus. Pourquoi est-ce qu'on mange? Pas parce qu'on a faim, parce que c'est l'heure de manger. Pourquoi on va se coucher? Parce que c'est l'heure de se coucher. Alors on va regarder les infos à la télé, parce que c'est l'heure du journal. Si on vient plus tard, ben, on a loupé un morceau. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se délasse? Parce que c'est le moment sur le calendrier qui est dit où on doit le faire. Bon, on peut pas s'en affranchir complètement, mais là, c'est extrême. Les gens se rendent pas compte parce qu'ils vivent dedans à l'année, mais c'est extrême. C'est un esclavage forcené. En fait, l'être humain est esclave d'une foule d'habitudes qu'il trouve parfaitement normal, puisqu'il n'a jamais vécu autrement, et qui est un enchaînement enterré sous les chaînes. C'est hallucinant. Alors, le rapport au temps, il changera lentement, si je puis dire. Lentement, c'est une manière d'exprimer le temps, mais c'est quelque chose qui sera perçu, relativisé, mais encore, là, il faudra du temps pour y arriver. Ça ne se fera pas, encore une fois, du jour au lendemain, mais il y aura une évolution, effectivement, vers autre chose, vers quelque chose de plus synchrone, de plus naturellement synchrone. L'humanité sera davantage investie dans une forme de synchronicité dans les différentes facettes de son organisation. Ce sera beaucoup plus souple aussi. Et quant à percevoir la notion de temps, je sais pas. Non, franchement, je sais pas, parce que actuellement, on est dans une notion de temps mental qui semble beaucoup plus rapide qu'elle l'était avant. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Bon, le mental, lui, fonctionne sur un rythme précis. Il a sa propre horloge. C'est la même pour tout le monde. Tout n'est pas synchrone. Disons qu'un mental n'est pas forcément synchronisé à l'autre. Mais l'effondrement quantique des séquences minimum de temps, le temps de cette séquence est le même pour tout le monde, 1/40e de seconde. C'est-à-dire que la réalité mentale dans laquelle vous vous trouvez, si un événement se produit, mais qu'il est inférieur à 1/40e de seconde, il n'a aucune forme d'existence dans votre existence mentale. Il passe complètement hors de ce champ de réalité-là. C'est énorme, hein. C'est comme les images 160 secondes, soit 60, 32, oh là, je sais plus. 24 images par seconde, je crois que c'est ça. Bon bah là voilà, ça va, on est dans la norme, ça laisse le temps au nombre d'images par seconde de défiler pour donner l'impression du mouvement. C'est le principe du cinéma. Maintenant, il y a des cinémas hyper réalistes qui passent 180 images par seconde. En disant, on a l'impression d'y être, c'est carrément en réel. Ça c'est de la pub, parce que sur les 180 images par seconde, il n'y en a que 44 qui sont absorbées. Les autres passent pas. Alors si par contre, dans ces 180, on met une image qui est programmatrice, une image qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de voir en l'occurrence, une seule, après les 40, entre la 40e et la 180e, et bien cette image va aller impacter le subconscient et l'ensemencer à votre insu. C'est une autre réalité sortie de la réalité du champ mental qui va pouvoir s'instiller en vous. Bon là, je donne simplement l'exemple pour illustrer le propos. Hein. Mais pour dire, le temps, c'est quand même quelque chose de très vaste. Il y a donc le temps mental dont je parle, il y a le temps horloge, il y a le temps psychologique. Un être humain qui vit 80 ans a l'impression d'avoir vécu, en termes de longueur de temps, d'impression de temps qui passe, de durée, a vécu la moitié de sa vie à 17 ans. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il s'est passé autant de temps entre sa naissance et l'âge de 17 ans qu'entre 17 ans et 80 ans. C'est dingue. Et pourtant, voilà. Donc il y a des rapports au temps qui sont très différents. Le temps tout court, au singulier, ça veut pas dire grand-chose non plus. Mais tout ça,
ce sont des connaissances et ce sont des évidences vers lesquelles on se dirige. Donc oui, il y aura quelque chose de profond à ce niveau-là. Mais quoi exactement? Ça dépendra, encore une fois, des gens, individuellement et collectivement. Il est vrai que je trouve la question du temps absolument fascinante. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses fabuleuses avec ça. Des prises de conscience quand même. C'est extraordinaire. Même en sciences physiques, physique quantique, etc. Oui, tout à fait d'accord. Fantastique. Absolument. C'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Ça, ce sont des choses qui seront apprises aussi, qui seront enseignées. Enfin, ouais, non, ça. Mais l'enseignement fera beaucoup, permettra vraiment d'orienter la conscience de l'humain vers des choses, vers des horizons aujourd'hui quasiment insoupçonnables par tout un chacun. Eh bien, Iliana, sur ces bonnes paroles, je vous remercie beaucoup pour vos réponses toujours aussi passionnantes. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo avec le retard convenu et ma gratitude pour la tolérance de nos auditeurs face à ces débordements qui sont soit intéressants, je ne dis pas au contraire. En tout cas, merci de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. Les suivants risquant d'être un peu aléatoires aussi, mais enfin, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, si ces entrevues vous plaisent, mes amis, vous qui nous écoutez, eh bien, merci de les liker et de les partager afin que d'autres puissent en profiter, en prendre connaissance, puissent les savourer comme vous le faites, et éventuellement que ça puisse être une occasion d'entrer déjà quelque part dans ce nouveau paradigme qui s'annonce, puisque il semblerait que le nouveau paradigme commence à interpénétrer l'ancien et qui rende certaines zones miscibles déjà de manière à pouvoir effectuer une transition de l'ancien vers le nouveau. Je vous donne un scoop là, il faut le dire à personne. Quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la Prakanda Senamuka ou à Iliana elle-même, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle à mgt.link/questionhautdeviche afin de nous les transmettre. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, modérés mais ouverts, donc laissez-y vos remarques, vos réactions, ça fait toujours plaisir. Et si ça ne fait pas plaisir, eh bien on le gérera aussi bien que possible. Voilà. Iliana, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous un jeudi prochain pour la 21e. Merci beaucoup à vous aussi, et avec plaisir. À jeudi donc. À vous et à ceux qui nous écoutent. Eh bien, c'est que du bonheur. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne semaine donc. Au revoir la prochaine.